Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de notre podcast Vétérinaire by Reverdy. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la santé des fanères, c'est-à-dire des sabots, du pelage et des crins, avec notre veto Aneva. Hello Aneva. Bonjour Florie, bonjour à tous. Ouais. Tu vas bien? Oui, bien, merci et toi? Ouais, super. Pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement nous rappeler un petit peu ce que sont les fanères? Qu'est-ce qu'on appelle les fanères? Oui, alors les fanères sont les cheveux, les poils, les écailles et les griffes. En fait, ce sont des structures qui sont issues de la couche externe de la peau, de l'épiderme. Et en fait, ils sont caractérisés par une teneur assez forte en une protéine fibreuse qui est la kératine. Et la kératine est capable de former des filaments en s'enroulant. Et du coup, la rigidité de toutes ces structures-là est assurée par des liaisons d'acides aminés soufrés, comme par exemple la cystine. Et donc, les fanères chez les chevaux sont donc notamment les sabots, les crins, les poils. Et en fait, il leur confère un rôle protecteur. C'est-à-dire que finalement, tous les fanères chez les vertébrés font en sorte de les protéger contre les conditions extérieures qui pourraient les agresser. D'accord, ok. Donc en gros, c'est une différenciation des cellules de la couche superficielle de la peau, de l'épiderme, qui leur particularité, c'est que les fanères sont majoritairement constituées de kératine, qui leur confère leur solidité. Du coup, tu as parlé des liaisons entre les atomes de soufre qui sont dans la kératine, c'est ça? Oui, en fait, oui, exactement. Elles sont constituées comme ça. En fait, elles sont construites comme ça, et la rigidité est assurée par des liaisons, avec des petits ponts de soufre entre les D'accord. acides aminés qui constituent du coup les fanères. Et chez d'autres espèces, on a par exemple aussi les écailles, qui sont du coup des Ce sont fanères. des fanères. D'accord, ok. Ouais. C'est une info importante pour la suite, je pense, ces petites liaisons Oui, entre les atomes de soufre. Ok. Et oui. leur fonction, du coup, c'est de protéger, c'est une fonction protectrice. Oui, exactement. Et puis c'est intéressant de savoir que finalement, toutes ces structures-là sont de la même origine. Et c'est pour ça que, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le podcast un peu plus loin, mais quand on veut soigner, entre guillemets, ou essayer d'apporter des choses pour améliorer la santé des fanères en général, eh bien ça a une influence sur tous les fanères, du coup. D'accord, ok, parfait. Et ben justement, on parle santé des fanères. Quels sont les facteurs extérieurs qui peuvent influencer, impacter la vitesse de croissance et la qualité des fanères? Donc, on va, je pense quand même principalement parler des sabots, la qualité de la corne, du coup, mais quels sont les facteurs extérieurs qui vont avoir un impact dessus? Alors, il y a pas mal de facteurs. Alors, si on parle de facteurs extérieurs, on va parler d'environnement, mais il y a peut-être aussi d'autres facteurs qu'on doit rappeler. Donc, on a la génétique, la santé générale du cheval, l'exercice, l'âge, l'environnement, donc ça on va en parler après, tout ce qui est mécanique, pression mécanique, donc comment le cheval utilise son pied ou son sabot, ou comment il se déplace, quel est son mode de vie. Le sol sur lequel il se déplace. Voilà. Les Ouais. cailloux, est-ce qu'il est plutôt dans un environnement où il y a des prairies, ou est-ce qu'il est plutôt amené à faire de la route? Voilà, tout dépend un peu de sa vie, de son D'accord. mode de vie. Ensuite, le cheval est-il ferré? Et ensuite, évidemment, la nutrition qui a aussi une certaine importance. Après, si on parle de facteurs d'environnement, le sabot est particulièrement sensible à l'humidité et même au sec, qui ont du coup un effet opposé. Alors admettons qu'il y ait toujours un excès d'humidité, eh bien le sabot va se détériorer, la qualité, le sabot va pourrir, parce qu'en fait il n'arrivera pas à se sécher. Il y aura des fourchettes pourries, il y aura éventuellement une sole de moins bonne qualité. Alors, il y Et a souvent... Pardon, excuse-moi, ouais. vas-y, termine. Non, rien, pas de souci. Inversement, du coup, quand un cheval est beaucoup au box et n'a pas la possibilité de marcher, par exemple, dans des prairies où le matin on a la rosée des prés, eh bien le sabot va être très sec. Il va falloir graisser le pied pour le tenir un petit peu humide à 3 à 4 fois par semaine, par exemple.
D'accord. Bah, en parlant d'hydratation, du coup, on a souvent la question du est-ce que le sabot est plutôt perméable ou imperméable? Ben, en fait, c'est un juste équilibre. Donc, il a besoin d'humidité, il a besoin d'être, comment dire, d'être hydraté, mais pas trop. Donc, c'est un juste équilibre, en fait. Et le fait de le graisser tient l'humidité dans le sabot. Donc, voilà, ça permet de l'assouplir et de OK. l'hydrater. Voilà, quand on n'a pas la possibilité d'avoir un cheval qui marche dans la rosée ou dans les pieds, enfin, dans les environnements un petit peu humides. D'accord, OK. Mais il y a pas un coefficient, mais il y a une sorte de perméabilité dans le sens où, Oui, le fait de graisser ou l'arroser, l'arroser des prés comme tu l'expliquais va maintenir une bonne hydratation du sabot. Mais d'un autre côté, il y a aussi une imperméabilité de manière à ce que le sabot ne se déshydrate pas. oui, tout à fait. C'est un juste C'est ça? équilibre, en fait. D'accord. Oui, exactement. OK. Et après, joue aussi le rôle des soins réguliers, c'est-à-dire parage, nettoyage, séchage, graissage, enfin toutes ces choses-là se tiennent main dans la main en fait quand on va avoir un sabot en bonne santé. Donc il faut Bien faire sûr. un petit peu attention à ça. OK, quand tu parles des soins, est-ce que tu expliquais, pardon, pendant le live qu'il était, important de bien insister sur la partie haute de la paroi parce que c'est là que se fait la pousse? Oui, exactement. Alors pour rappel, le sabot pousse de haut en bas. Donc en fait, il part, finalement du bourrelet principal, il descend et il gagne à environ 1 centimètre par mois. Donc c'est important de le savoir parce que lorsqu'on apporte des soins au sabot, il faut particulièrement bien se concentrer sur cette partie-là, en fait, sur la couronne et sur le bourrelet principal qui est juste en dessous de la couronne. Euh, et lorsqu'on a des défauts, des sèmes, enfin, on va dire, des morceaux de sabot éclatés ou abîmés, eh bien, ils ne vont pas se ressouder ou se réparer d'en bas. Mmh. Ça va toujours arriver d'en haut. Donc, c'est pour ça que les soins apportés, ben, il faut toujours partir du fait que mieux la santé de la couronne et du bourrelet principal seront, ben, mieux la récupération sera en fait vers le bas. Mais ça dure très longtemps. Lorsqu'on a vraiment un gros défaut, eh bien, il va pousser, pousser, pousser. Ça va durer 1 centimètre par mois. Il faut presque 1 an avant de renouveler toute une corne d'un sabot, en fait. Donc, Ouais, c'est super assez long. long. Ouais. OK. Oui, donc effectivement, le fait quand on graisse, par exemple, le pied d'un cheval, le fait d'insister sur la partie, abîmée, bah, donc souvent en bas du pied, ça va éventuellement faire joli, mais ça ne va rien changer. Il faut vraiment le faire, au niveau du bourrelet principal, quoi. Oui, Insister exactement. sur la partie haute pour bien Ouais, nourrir là où ça pousse. Si je ouais, peux parler comme exactement. OK, Oui. super. Parfait. Côté donc il y a la nutrition influence, la vitesse de croissance et la qualité de la corne, enfin la qualité des fanères, mais plus particulièrement de la corne des sabots. Est-ce qu'il y a des nutriments particulièrement, nécessaires pour avoir de bons pieds? Oui, alors on peut en citer quelques-uns. On peut peut-être commencer par les acides aminés. En fait, le pied, donc la corne, contient des acides aminés, pour en citer juste quelques-uns, la cystine, l'arginine, etc., etc., la méthionine. Et en fait, il y en a 2 qui contiennent du soufre et qui sont importants pour l'intégrité des kératinocytes, c'est-à-dire ceux qui produisent finalement la kératine dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Ce que tu Euh, expliquais tout à l'heure, simplement pour largement simplifier, le soufre va permettre de faire les petites liaisons qui vont faire que oui, c'est solide. exactement, c'est très important et du coup, c'est la cystine et la méthionine qui sont du coup, les acides aminés qui sont concernés et alors certains suppléments nutritionnels ne contiennent que finalement la cystine, mais elle serait bénéfique, hein, cet acide aminé serait bénéfique. Mais il y a aussi des études qui montrent finalement que la méthionine, sans méthionine ou quand les quantités de méthionine sont très faible, la qualité de la corne n'est pas très bonne. Donc c'est directement corrélé. Donc la biotine reverdie en contient notamment, enfin contient les deux, ces 2 acides aminés-là. Donc c'est pour ça que voilà, on parlait tout à l'heure du soufre, c'est pour ça qu'il est important. OK. Donc ça, c'est pour les acides aminés. Yes, ça c'est pour les acides aminés. Ensuite, on peut parler de tout ce qui est oligo-éléments, ça c'est aussi assez important. Donc on a le zinc,
qui Alors, est un... qu'est-ce que tu appelles des oligo-éléments, si tu peux juste nous définir Ce rapidement? sont les micro-minéraux, en fait, qui jouent un rôle essentiel dans pas mal de processus au niveau, on va dire niveau cellulaire, et qui D'accord. sont des éléments importants comment dire, ce sont comme des petites, des éléments clés dont on a besoin pour pouvoir avoir un fonctionnement de l'organisme correct. Et donc, D'accord, ok. au niveau du pied, il y en a plusieurs, dont notamment le zinc, qui est un élément clé dans le processus de kératinisation. Donc, les études ont bien démontré qu'une mauvaise qualité de corne était directement corrélée avec un taux de zinc très bas. Et comme le cuivre aussi, finalement, le cuivre active les enzymes qui forment les petits ponts de soufre dont on parlait tout de suite entre les maillons de cystine et les filaments de kératine. Donc, on peut s'imaginer que si on n'a pas assez de cuivre, eh bien, on aura des soucis au niveau de la qualité de la corne. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait des problématiques de la ligne blanche chez les chevaux qui n'avaient pas reçu suffisamment de zinc et de cuivre. Alors, la ligne blanche, je crois qu'on ne l'a pas rappelée. Tu peux Oui, c'est nous redire vrai. ce que c'est? Oui, tout à fait. Alors, quand on soulève le pied, on a donc affaire à la sole, bien évidemment, avec la fourchette. Et quand on va un petit peu en avant du pied, on a une espèce de ligne un petit peu grise. Elle n'est pas blanche, la ligne blanche. Et en fait, la ligne blanche est la jonction entre la sole et la paroi. C'est aussi l'endroit où on vient mettre les clous quand on ferre le cheval, en fait. D'accord, ok. Donc, Et lorsque la ligne blanche n'est pas bien soudée, eh bien, on a plein de soucis. On peut avoir plein de pathogènes qui se glissent dans la ligne blanche, des champignons, des bactéries, etc. Et ça peut sérieusement causer des problèmes. C'est ce qui donne, par exemple, les fourmilières? Il y a des fourmilières, tout à fait. Elles ne sont pas toujours toute la ligne blanche, mais en tout cas, D'accord. oui, on peut avoir des soucis là. Mais on a surtout une maladie aussi qui s'appelle white line disease, donc la maladie de la ligne blanche. Et c'est très pénible parce que c'est très long et c'est très embêtant de s'en débarrasser. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment la jonction entre la paroi la paroi du pied et... Ouais, la paroi qui pousse du haut en bas et la sole qui pousse en la épaisseur, sole. en fait. Ouais. D'accord, ok. Et Merci, pardon, je te laisse continuer. Non, c'est juste pour pas perdre le fil. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que dans la biotine reverdie, nous, on utilise des formes hydroxy, donc de ces oligo-éléments-là, qui sont très assimilables et qui sont du coup beaucoup plus absorbables, comment dire, beaucoup plus, oui, assimilables par rapport à des formes plus classiques. Pour l'organisme du cheval. Oui, tout à fait. Par rapport à des formes plus classiques qui sont souvent utilisées dans d'autres produits sur le marché. Il y a aussi encore un autre point qui est important de rappeler, le sélénium aussi est important. En fait, le sélénium, comme on disait pendant le live, il est déjà bien connu pour beaucoup d'effets positifs sur on va dire la santé du cheval. Au niveau cellulaire, par exemple, il assure une intégrité des membranes cellulaires, il a un effet sur la croissance, sur la reproduction, sur l'immunité, tout ça au niveau cellulaire, bien sûr. Mais lorsqu'on donne du sélénium en concentration trop élevée, on peut engendrer des défauts de la couronne et des problèmes de paroi de la boîte cornée. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petites ruptures entre les ponts de soufre, dont on parlait tout à l'heure, et des chaînes de cystine. Donc, on peut, en fait, c'est comme si on défaisait notre construction. Donc, attention au sélénium, de ne pas arriver à des doses trop importantes. Donc, il faut toujours mettre en perspective lorsqu'on supplémente ou lorsqu'on a des soucis, il faut toujours se poser la question. Pourquoi qu'est-ce que je donne voilà. Ouais, c'est un ensemble. Il ne suffit pas d'ajouter ou de retirer tel ou tel élément, c'est un ensemble. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est la bonne conclusion à avoir, c'est que toutes ces choses-là se donnent de manière réfléchie ensemble. En effet, il n'y a pas une seule solution clé, c'est tout un ensemble de choses qu'on donne. Alors après, on n'a pas encore fini avec les nutriments qui sont importants. On peut peut-être parler aussi des vitamines, si tu veux. Faire un petit rappel. Oui, je veux, vas-y. Faire un petit rappel rapide, parce que finalement, quand on dit vitamine, tout le monde sait bien, on parle de biotine, donc vitamine B8. Ok, la fameuse biotine. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur la biotine? Je crois qu'elle est produite par l'organisme du cheval. Oui, tout à fait. Alors, tous les chevaux sains produisent leur propre biotine par la fermentation des micro-organismes dans le côlon.
Donc la plupart des chevaux seront capables de satisfaire leurs besoins en biotine. Mais il y a quand même des facteurs qui peuvent influencer cela lorsque, par exemple, les chevaux reçoivent des rations très élevées en amidon ou lorsque une santé gastro-intestinale pourrait être impactée. Donc dans ces cas-là, et lorsqu'on a des problèmes de pied, ça vaut quand même le coup de supplémenter parce que l'effet recherché pourrait malgré tout être visible en supplémentant. Par contre, alors la biotine a directement, ça aussi pour le rappeler, la biotine a été directement été mise en relation avec une meilleure qualité de la corne et une meilleure rapidité, enfin une rapidité augmentée de la croissance de la corne, donc chez beaucoup d'espèces, pas que chez les chevaux. Par contre, c'est important de savoir que la supplémentation doit être au minimum 6 à 9 mois pour avoir un effet concret. Et un dosage, disons, entre 3 et 4 mg par 100 kg de poids vif par jour. Donc, si on fait une cure de 3 mois, malheureusement... Pour un cheval de 500 kg, ce qui fait 15 à 20 mg minimum par jour. Oui. Il faut savoir que chez nous, lorsqu'on donne une dosette de notre biotine, qui est d'origine française d'ailleurs, pas chinoise ou autre, mais vraiment française de très bonne qualité, une dosette apporte environ 21 mg. Donc vous êtes largement dans les clous pour un cheval de 500 kg. Ok, merci. Et toujours en restant sur les vitamines, est-ce qu'il y a d'autres vitamines importantes ? Oui, il y a d'autres vitamines qui sont importantes. Maintenant, leur rôle est un petit peu moins clair dans la santé des sabots, mais de toute manière, il faut quand même faire un petit point sur elle. Donc, il y a la vitamine B6 qui intervient dans le métabolisme des acides aminés et des protéines. Il y a la vitamine B5 qui aide aussi à régénérer tout ce qui est l'épithélium, les fanères, donc, qui favorisent la cicatrisation des plaies, la pousse des crins, et la vitamine A qui intervient dans la synthèse des protéines et pareil, la protection de l'épithélium. Donc, par contre, voilà, c'est ce que je disais, le rôle est un peu mitigé ou peu connu pour ses effets sur la santé des sabots, mais c'est un ensemble d'apports de vitamines qui permet d'avoir une couverture optimale. Ok, donc tout ça, c'est ce qu'on retrouve notamment, enfin, c'est ce qui est important et du coup, c'est ce qu'on retrouve dans notre supplément Reverdy Biotine. Oui. Aussi du MSM, du méthylsulfonylméthane, je crois, dans la biotine. Oui. Pourquoi ? En fait, le MSM représente une source de soufre organique. Donc, comme on peut imaginer, on a parlé tout à l'heure des ponts de soufre qui permettent de participer à une certaine solidité dans la constitution du sabot. Et du coup, l'apport de MSM apporte une source de soufre en plus, en fait. Ok. On a fait le tour à peu près. Bon, bien sûr, la liste n'est pas forcément exhaustive, mais... Oui, je pense qu'on a fait le tour des principaux nutriments qui peuvent participer à une bonne santé des fanères. Ça marche. Je me permets de faire un petit aparté parce qu'on voit souvent la question, est-ce que les sabots blancs sont plus fragiles que les sabots noirs ? Non, c'est un mythe. C'est un mythe qui est bien connu. Qualité ou contre-vérité, c'est un mythe. C'est un vrai mythe. Il n'y a pas de recherche scientifique indiquant que les sabots blancs sont de moins bonne qualité. C'est juste une question de pigment, en fait. Et le pigment... De mélanine ? Oui, exactement. D'accord. Et le pigment n'a pas d'influence sur la solidité ou autre. Donc, c'est un vrai mythe de dire... C'est plutôt les facteurs environnementaux qui ont une influence sur la qualité de la corne et du sabot que la couleur du sabot. Donc, oubliez tout ça, c'est un mythe. D'accord, merci, c'est clair. Est-ce qu'on peut finir, on a quand même beaucoup parlé des pieds, sur le pelage, la robe et les crins. Pendant le live, on a parlé de l'importance des oméga 3, on a aussi parlé des probiotiques pour la flore. C'est deux choses différentes, mais tu peux nous faire un petit résumé là-dessus ? Alors oui, pour la santé des crins, on a plusieurs choses qui peuvent avoir un effet direct, si c'est ça que tu souhaites éclaircir. Tu peux, oui. Alors notamment, juste le premier point, en hiver, beaucoup de chevaux sont couverts, donc pensez à découvrir de temps en temps les chevaux, à bien les brosser, parce que l'entretien du pelage permet aussi de
faire circuler le sang, d'apporter les nutriments à la peau. Donc c'est sûr que les couvertures, c'est finalement très très mauvais pour le poil. L'exercice est important aussi, puisque du coup ça améliore la circulation sanguine. Donc ça, c'est des choses un petit peu de base. Après, si on veut apporter des nutriments spécifiques, on peut penser aux oméga 3, parce que ce sont des acides gras essentiels, et puis finalement, ils fonctionnent un peu comme un lubrifiant du follicule du poil ou du cheveu, et ça donne une certaine brillance et une meilleure qualité à la base du poil ou du cheveu. Donc les oméga 3, enfin les acides gras essentiels sont une très bonne source, ou un très bon nutriment en tout cas pour la santé de la peau. Et il y a un petit côté, ça va calmer l'inflammation, par exemple pour les chevaux qui souffrent de dermite, non? Tu t'avais pas dit ça? Oui, tout à fait, oui. Les oméga 3 notamment peuvent contribuer à alléger certaines conditions dermatologiques. Mais tout dépend après du contexte, etc. Le cheval, est-ce qu'il est en surpoids, etc. Mais en tout oui, cas, bien sûr, faire attention, parce que nous, par exemple, pour ajouter il y a une bonne source d'oméga 3 chez nous, c'est l'huile Omega Oil. En revanche, faire attention si le cheval est en surpoids, voilà, évaluer la balance sur le fait d'en ajouter ou pas, parce qu'il ne faut pas non plus contribuer à favoriser l'embonpoint. Exactement, c'est bien résumé. Ouais, je me suis j'ai eu peur de m'embrouiller, mais ok. Et l'autre point, c'était sur les probiotiques, la flore, parce que concrètement, tout simplement, je te parle de ce que je connais, mais je sais que quand on ajoute un complément comme notre Reverdiflore qui a des probiotiques et des postbiotiques, personnellement, et j'en entends souvent parler, tu vois un effet clairement positif sur notamment la brillance du pelage. Oui, tout à fait. C'est simplement parce qu'on vient aussi améliorer la santé générale du cheval. Enfin, on essaie de contribuer à améliorer sa santé digestive, et du coup, ça se reporte sur sa santé générale. Donc, c'est pour ça que l'effet est souvent directement mesuré ou apprécié. La levure de bière peut avoir un même genre de rôle, sauf qu'il y a d'autres nutriments dans la levure de bière, en fait. En plus, il y a d'autres nutriments. Oui. D'accord, ok. En résumé, comme on le dit quasiment à chaque fois, nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore, quoi. Oui, exactement. Si la flore est en bonne santé, le reste va aussi. Un biberon en bonne santé et ça en grande ligne, bien sûr. Bien évidemment. Ça marche, mais c'est super clair. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour brièvement de tout ce qu'on pouvait dire là-dessus. Trop bien, merci. Écoute, je vais te dire encore merci. À bientôt. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et puis, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci Aneva. Salut. Salut.